Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue sur On n'a jamais fait comme ça. Alors, il y a 2 ans, on l'appelait ici la Taylor Swift de la marque employeur. Depuis, elle n'a pas chômé. Plus de 3000 recruteurs formés, des millions de vues cumulées et un livre, un excellent livre qui vient de sortir, Recruter sans chasser, coécrit avec Tonton Karim. Son credo n'a pas changé, arrêter de courir après les candidats pour enfin les faire venir à soi. Mais en 2026, les règles du jeu sur LinkedIn ont bougé. L'IA est un peu passée par là aussi, et l'authenticité est devenue une denrée rare. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Charlène Emery, fondatrice de Talent Catcher, pour un match retour sans langue de bois. Salut Charlène, ravi de te retrouver. Hello Florent, ravi de te revoir aussi. Également. Alors, on n'enregistre pas à l'île Maurice. J'aurais tellement aimé que tu me payes le voyage pour venir à l'île Maurice. C'est sympa quand même, podcast. Notre lieu de tournage est sympa. Nous sommes dans les loges du Jamel Comedy Club, donc un endroit improbable pour enregistrer un épisode RH, mais on est là, effectivement. En tout cas, Charlène, vraiment, vraiment ravi. Je suis ravi que tu puisses passer en France quelques semaines et on en profite pour effectivement enregistrer. Peut-être qu'un jour, j'irai à l'île Maurice enregistrer un épisode ou des épisodes RH, parce que je pense que tu connais plein de RH là-bas. En tout état de cause, ça fait 2 ans qu'on n'a pas enregistré un épisode ensemble. Tu fais partie des rares invités qui vont venir 2 fois sur mon podcast. Vous êtes 4-5 à peu près. Il y a 2 ans, 1000 recruteurs formés. 2 ans après, 3000 recruteurs formés. Waouh, moi je suis impressionné. Quelle est la leçon que tu as apprise durant cette phase de croissance ? Qu'est-ce que tu en retires toi déjà de ces 2 ans ? Ça fait bizarre de le poser comme ça. Je t'avoue que moi-même, je n'avais pas fait l'exercice. Ce que j'en retiens, et je pense qu'on va y revenir d'ailleurs dans les nouveautés LinkedIn, etc., c'est que globalement, quand on s'est vu il y a 2 ans, l'inbound restait un phénomène assez rare. Il y avait peu d'entreprises qui osaient se lancer dans l'employé advocacy. Il y avait peu de recruteurs qui travaillaient leur personal branding, publiaient autre chose que des offres d'emploi. Aujourd'hui, c'est quasi monnaie courante, donc c'est tant mieux. On le voit effectivement avec nos chiffres, mais globalement tous quand on ouvre LinkedIn. Aujourd'hui, là, on est plus à se partager la part du gâteau. On va revenir, ouais. On voit moins de bonjour à mon réseau, je recherche et heureusement, un commercial. Non. Ça me manque pas, moi. Donc, effectivement, le constat, il est que, écoute, tant mieux, les recruteurs l'ont compris, les entreprises ont compris qu'il fallait changer les choses et effectivement que juste publier une offre d'emploi et attendre que les candidats arrivent, ça ne fonctionnait pas. Et je trouve, très honnêtement, que ce soit avec nous ou sans nous d'ailleurs, qu'il y a de très, très belles initiatives. On en parlait d'ailleurs en coulisses avant de débuter l'épisode. Bon, très clair. Alors, j'ai quelques questions. Bien sûr des questions de Florent, mais il y a aussi des questions d'auditeurs et d'auditrices qui savaient que j'allais t'interviewer. Dont une question de Véronique Fouret, qui est DRH. Avec ton recul, Charlène, quels sont pour toi les faits notoires en matière de recrutement qui ont vraiment marqué ces 2 dernières années ? Je pense qu'on a vécu
différentes phases de recrutement. Notamment, on a eu une ouverture des vannes post-Covid et on a eu à nouveau une fermeture des vannes qu'on a tous bien saisi. Et je pense que le constat que je fais, je vois vraiment deux types de comportements face à ça. Les entreprises qui, malgré tout, ont compris qu'il fallait continuer d'investir sur leur marque employeur, d'être visible pour le moment où ils allaient à nouveau relancer les recrutements. Et les entreprises qui ont décidé de tout couper. Mais je trouve, cette ouverture puis fermeture, c'est pas la première que l'on dit, je pense, toi et moi. Non. Je trouve quand même qu'il y a plus d'entreprises qui, justement, ont compris que le marché du recrutement était cyclique et qu'il ne fallait surtout pas stopper leurs efforts. Donc, moi, au quotidien, je suis ravie de voir que personnellement, sur l'activité, il n'y a pas eu d'impact. On a toujours plus d'entreprises qui ont envie, justement, de travailler l'inbound. Donc, j'ai quand même l'impression, effectivement, que les entreprises font les efforts pour rester visibles et se dire on sera prêt quand on va à nouveau avoir besoin de recruter de manière volumique. Eh bien, on aura construit notre vivier, construit notre visibilité et on repartira pas de zéro. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, moi, du côté We Feel Good, on a vécu 2023-2024 très bon, 2024 une excellente année, alors que le marché de recrutement n'était pas bon. On a vécu par contre un premier semestre 2025 qui n'était pas ouf, pour être très honnête. Et c'est bien reparti, effectivement, depuis l'automne dernier, depuis octobre. Et là, on a plutôt pas mal de travail. Donc ça, c'est chouette. Et du coup, tu vois, moi, en tout cas, c'est mon opinion, effectivement, les cycles. Mais j'ai l'impression que les cycles s'accélèrent. Il y en a de plus en plus et ils vont de plus en plus vite. Alors, l'avantage, c'est qu'ils sont peut-être plus courts aussi. Par contre, ça nécessite d'être hyper réactif, qu'on soit, nous, partenaires de RH ou qu'on soit RH directement. C'est-à-dire qu'il faut vite réagir. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis complètement d'accord. Et effectivement, dans ce cas-là, c'est tant mieux. Je veux dire que ces périodes un petit peu plus critiques aient été rapides. Je suis d'accord avec toi. Accélération, mais qui est globale. Surtout, tout va très vite. Et quand même, dans les faits notoires aussi dans le recrutement, on en parlait puisque tu as enregistré très récemment sur ce sujet. Mais évidemment, il y a plus de transparence, il y a les salaires, il y a beaucoup de choses qui évoluent aussi en termes de recrutement. Et là aussi, il y a tout intérêt à rester agile et très informé sur tout ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une conviction profonde que tu avais il y a 2-3 ans ou quand tu as créé Talent Catcher, ça fait un peu plus maintenant, et que tu as totalement abandonné aujourd'hui? Ou est-ce que tu es resté convaincu que toutes les convictions que tu avais au lancement et ces 2 dernières années sont toujours là et même se renforcent? C'est une très bonne question. Du coup, Talent Catcher va fêter ses 4 ans là, dans quelques jours. Je dirais que ma conviction profonde, elle n'a pas changé. Je suis peut-être devenue plus lucide sur certains types d'organisations où j'avais peut-être envie de faire évoluer certaines entreprises de l'intérieur et de les aider à être visibles. Et depuis quelques mois, voire même années, j'ai abandonné ça et je me dis, on fait un petit audit, entre guillemets, en amont avant de commencer avec un client. Et si tout se passe bien à l'intérieur de l'entreprise, les employés sont heureux, il y a une bonne fidélisation, etc., un bon sentiment d'appartenance, on les aide à être visibles. Et sinon, c'est pas mon sujet et je transmets le bébé à d'autres entreprises. Donc il y a peut-être ça, effectivement, où j'ai une vision plus lucide de ce que l'on peut apporter et du fait qu'on ne peut pas tout changer, même si j'adorerais. Et sinon, nos produits, nos solutions n'ont pas changé, même si elles évoluent quasiment tous les jours, parce que comme on disait, LinkedIn évolue, les réseaux évoluent, les attentes des candidats évoluent, mais dans le produit et dans nos services, finalement, on a les mêmes depuis 4 ans. C'est vrai que tu sais dire non. Oui. Ouais. J'ai appris à dire non. D'ailleurs, je crois que je suis allé sur ton site web Talent Catcher il n'y a pas très longtemps, où c'est marqué, je crois, mon agenda est plein. Et oui, on prend plus de clients depuis quelques semaines. Attends, mais c'est comme les sacs Hermès. T'as le phénomène de mince, j'en ai pas. Tu sais qu'il y a eu ce phénomène, alors très très honnêtement, et comme j'ai l'impression qu'on se parle juste en face à face, mais beaucoup de personnes vont l'entendre, mais fin d'année 2025, j'étais vraiment au bout du rouleau. On avait beaucoup de travail, mais comme d'habitude, et j'ai toujours le même engouement, mais beaucoup de soucis perso. Je multipliais en plus les allers-retours entre Maurice et la France pour mes proches. Et je me suis dit, vraiment, là, il faut mettre un petit stand-by parce que je vais m'écrouler. Et donc, je l'ai fait. À la base, je me suis dit, allez, je coupe pendant un mois, le mois de décembre. En plus, c'est calme. Oui. Les budgets sont passés et tout ça.
Et je me suis rendu compte, donc j'avais quand même mis une liste d'attente parce que je suis pas complètement folle et j'ai pas envie de passer à côté de gros projets. Mais effectivement, je me suis dit, bon, on reprendra tranquillement en janvier. Et puis je me suis rendu compte tout simplement que je continuais quand même d'avoir des demandes intéressantes dans la liste d'attente et que c'est surtout que tous nos clients 2025, et voire même on a des clients depuis 2022, renouvelés. Donc en fait, toute l'équipe, donc même si on va accueillir là, très prochainement une nouvelle formatrice, toute l'équipe était au complet, enfin full en termes de projet. Donc je me suis dit en fait il faut prolonger. Donc là quand on tourne on est mi-mars. J'ai toujours pas réouvert mes créneaux et pour autant on a signé de très très beaux contrats via la liste d'attente. Mais effectivement et surtout là pour les entrepreneurs qui nous écoutent, je suis passée de 7-10 rendez-vous prospects par semaine à 0 et je me suis rendu compte à quel point ça m'a libéré ma créativité, de la charge mentale, du temps tout simplement, parce qu'on se rend pas toujours compte mais on y passe beaucoup de temps. On en parlait là aussi effectivement avec les premiers rendez-vous découvertes, les autres rendez-vous, etc. Donc voilà. Si tu as 10 rendez-vous commerciaux par semaine, ça peut t'occuper la moitié de ta semaine, au cumulé facilement. C'était ça, je m'en rendais pas forcément compte, mais c'était à peu près cette proportion-là. Ouais, ça va vite. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet. Alors je vais te poser la question, très claire. Tout le monde dit que le reach organique sur LinkedIn est en chute totalement libre depuis plusieurs mois, voire quasiment un an. Vrai, pas vrai? Ton avis là-dessus, déjà? Tu me connais, Florent, je suis nuancée. Mais en plus, je suis nuancée parce que concrètement, même LinkedIn le communique depuis on va dire l'apogée de LinkedIn qui était en 2022-2023 où le reach était juste fou. On a connu la plus grosse chute de reach. Donc, c'est le cas. Je crois que LinkedIn communique sur moins 60% de reach entre 2022 et 2025. Donc, c'est, je veux dire, avéré. Comme on le disait tout à l'heure en introduction, tout simplement, il y a plus de concurrence. On est beaucoup plus à créer sur LinkedIn. Et donc, j'ai tendance à dire, et à penser que tout simplement, aujourd'hui, le reach, il se mérite vraiment. Et parfois, on pouvait voir des posts qui explosaient il y a 2 ou 3 ans parce que tout simplement, il n'y avait pas de concurrence à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Effectivement, les impressions et les interactions sont peut-être plus difficiles à obtenir. Mais là où je dis, c'est nuancé. Je le vois au travers de tous les recruteurs qu'on accompagne. On a pour la plupart des cas des recruteurs qui sont peu visibles, avec peu d'abonnés, peu de publications de posts et qui se lancent maintenant et qui explosent de la même manière que ça se passait il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Donc il est toujours possible d'émerger de la même façon. Et j'ai fait un petit exercice très simple pour notre tournage. J'ai regardé mon top 20 de mes meilleurs posts ever. Donc ça fait 14 ans, 15 ans. Je crois que j'ai LinkedIn, mais 7 ans que je publie vraiment assidûment. Et je regardais, il y en a 8. Ouais, il y a 8 de mes 10 meilleurs posts que j'ai publiés les 6 derniers mois. Donc, okay. Ce qui veut quand même dire, tu vois, qu'il continue d'y avoir du reach. Alors bien sûr, il y a 4 ans, j'avais 10 000 abonnés. Là, j'en ai 100 000. Donc c'est plus facile de faire du reach. Mais quand même, là où ce que j'ai envie de dire aux auditeurs, c'est ne vous découragez pas. Et c'est encore possible de percer sur LinkedIn. Et surtout, vous qui nous écoutez, et la plupart des créateurs sur LinkedIn, notre ambition, c'est pas de devenir influenceur. Donc, pour toucher des candidats, même un post qui fait 1000 ou 2000 impressions, on a quand même rarement la chance. Tu vois, là, derrière nous, il y a la scène d'une Jamel Comedy, mais il n'y a même pas 1000 places. Donc, on a rarement l'occasion de parler à 1000 personnes et de peut-être les convaincre de venir nous rejoindre dans l'entreprise. Donc, je pense qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment qu'aujourd'hui pour se lancer. Ok. J'ai plein de questions autour de tout ça. Comment aujourd'hui l'algorithme LinkedIn juge la pertinence d'un post RH versus 2024, 2023, etc. Il y a eu une grosse sortie de LinkedIn ce week-end. C'est très très rare que LinkedIn communique sur son algorithme, mais là il y a eu des sorties ce week-end. Et le changement qui semble être confirmé par LinkedIn, mais que l'on sent depuis quelques semaines, mois déjà, c'est que face à l'IA, la génération de contenu automatique, LinkedIn s'oriente vraiment sur la qualité et la cohérence. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une analyse qui est faite entre les sujets sur lesquels tu communiques et le cœur de ton profil. Donc très concrètement, avant, moi j'ai un profil très typé RH marketing et si je parlais de maternité ou de voyage, ça pouvait fonctionner. Aujourd'hui, on se rend compte quand même que ça a tendance à beaucoup moins fonctionner. Donc LinkedIn fait attention à ça, à la cohérence. Et deuxièmement, vraiment au fond des posts. Et
pendant longtemps, hein. L'échantillonnage, donc le fait tout simplement quand vous publiez, LinkedIn teste votre post sur une petite part de l'audience et puis regarde s'il y a beaucoup d'interactions dans les premières minutes. Si c'est le cas, ça envoie un signal comme quoi le post est intéressant, donc LinkedIn continue de le diffuser. Et à contrario, si rien ne se passe, LinkedIn pénalise votre post. Ça semble être de moins en moins le cas. Et LinkedIn va davantage analyser, encore une fois, là, grâce aux outils qui se développent aussi, la profondeur et le fond du post, donc sur la cohérence, mais aussi sur tout simplement la valeur. Et on se rend compte de fait que les posts durent beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire qu'un post qui fonctionne bien, je pense que tu l'as observé sur tes contenus aussi, Florent, peut tout à fait continuer de reacher 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, 1 mois après. Parfois, j'ouvre LinkedIn et je vois un post qui date de 1 mois, tout en haut de mon fil d'actualité. Donc là-dessus, on voit qu'il y a eu un vrai changement et on sent aussi que beaucoup d'utilisateurs se sont plaints de la Facebookisation de LinkedIn et j'ai l'impression quand même dans toutes les prises de parole officielles de LinkedIn qu'ils tendent à revenir vers un réseau où on partage de la valeur et où on apprend des choses et c'est vraiment ce qu'ils mettent en avant, j'ai l'impression, dans ce nouvel algo et même dans les nouvelles interactions qu'ils mettent en avant, typiquement le fait de sauvegarder un post. Oui. Y a très peu de temps qu'on peut voir combien de fois notre post a été sauvegardé, etc. Donc on sent qu'ils tendent vraiment vers ce côté éducatif, pédagogique et du coup qu'ils valorisent les posts en ce sens. Ok. Tu postes tous les jours ? Oui. Tu conseilles de poster tous les jours ? Non. Ah, ok. Alors, encore une fois, tout dépend de l'objectif. Si on est recruteur, si on est DRH, non, clairement, je pense que c'est pas... C'est pas ce que tu conseilles à tes clients. Non, c'est pas nécessaire pour percer. Comme on le disait, j'ai des milliers d'exemples maintenant de personnes autour de nous qui comblent leurs objectifs qui sont de recruter 10, 100, 500, 1000 personnes à l'année, de s'aider tout ou partie grâce à leur post LinkedIn et qui publient plutôt 1 à 3 fois par semaine, c'est plutôt le rythme de nos élèves. On a aussi de très bons exemples de personnes qui publient même 3 ans après la formation tous les jours de la semaine, mais c'est rare. Et c'est surtout souvent dans un objectif soit de visibilité, soit de devenir leader d'opinion, soit d'attirer des clients. Évidemment, si vous nous écoutez et que vous êtes indépendant, eh bien, comme moi, je le fais, comme toi, tu le fais, ça peut faire sens quand c'est votre business, mais... Effectivement, dans le cadre d'un recruteur, d'un DRH, d'un dirigeant qui veut juste maintenir une visibilité et recruter, pas nécessaire de publier tous les jours. Mieux vaut privilégier vraiment la qualité de son poste plutôt que publier pour publier. Okay. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis totalement en phase. Tu publies le matin ? Oui, je publie le matin. Moi, je deviens vieux, mais j'ai des habitudes. Je publie à 7h45, moi. Je sais pas pourquoi, j'ai décidé que c'était 7h45 tous les matins, sauf le dimanche. Ok, tu décales un petit peu ? Ouais, je décale à 8h, 8h15, ouais. Tu vois. Mais honnêtement, moi, je publie à 8h02. Ah, toi, c'est 8h02 ? Ouais, je publie à 8h02, mais pendant longtemps, j'ai publié à 7h45. Et pour moi, c'est la même vague, globalement, de connexion entre 7h30 et 9h, qui est quand même le pic de connexion sur LinkedIn. Je me dis qu'il y a des gens qui regardent, qui soit sont au petit déjeuner, ils regardent en même temps, ou sont dans le métro, dans les transports, peu importe. Clairement. Et on teste avec les équipes Talent Catcher chaque formation. On demande justement à nos élèves quand est-ce que vous vous connectez sur LinkedIn, à quelle fréquence, à quel moment. Et c'est vraiment ce qu'on observe de toute façon. Les études le montrent et chacun de nos tests, parce que ce qui est intéressant, c'est de le tester sur votre cible. Typiquement, moi, j'accompagne des entreprises dans le médical, dans l'industrie, où les pratiques sont totalement différentes parce que je ne sais pas si on est soignant, on va peut-être plutôt regarder LinkedIn à un autre moment que pendant les soins du matin. Donc, il faut toujours s'adapter à sa cible. Donc, posez la question, tout simplement. Vous pouvez même, d'ailleurs, sur LinkedIn, faire un sondage. Donc, vous pouvez dire « Hello, les experts comptables ». À quel moment vous consultez LinkedIn ? Persona, c'est toujours Exactement, c'est toujours ça. Ouais. Mais notre personnage, je suis bien d'accord avec toi, Florent, à nous, RH, recruteurs, dirigeants, ils se connectent sur LinkedIn. En journée, il n'a pas le temps. En journée, entre 9 et 12, c'est mort. Ou éventuellement début d'après, on peut reposter. Mais après, la pause déjeuner peut fonctionner, mais là, on arrive dans une période de l'année où ça ne fonctionne plus parce que les déj en terrasse arrivent. Ouais. Oui, et tu n'es pas très LinkedIn quand tu es déj en terrasse, tu fais autre chose. Exactement. Enfin, je leur souhaite en tout cas. Je préfère. Remarque sur le dimanche. Moi, j'ai des super chiffres le dimanche. Je me dis qu'il y a moins de monde qui poste. Complètement. Et j'ai des impressions qui sont top le dimanche. Tu vois, donc, pareil, le dimanche est souvent un jour où je publie des sujets plus perso. Alors ça, c'est une... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de règle par rapport à ça, mais je me dis peut-être que les sujets que l'on aborde le week-end sont un peu plus légers. En tout cas, quand on ouvre LinkedIn le week-end, c'est un petit peu plus un réseau social comme un autre. Tu sais que quand tu fais des posts le dimanche,
de photos à l'île Maurice et qu'on est en Bretagne au mois de février, ça énerve un peu. Hein. Donc, Tu t'es pas encore désabonné. non, je ne suis pas désabonné. Voilà. Question qu'on m'a posée. Ça change quelque chose d'être premium ou pas? Non, rien du tout. Tu vois, j'allais y venir aussi sur la fréquence de poste. Je me disais que il n'y a pas de fréquence idéale. Et typiquement, quand vous lancez une communauté d'ambassadeurs, même les résultats que l'on a, c'est avec en moyenne un poste par mois par ambassadeur. Et c'est 100% de compte gratuit. Je prends cet exemple parce que souvent les recruteurs... tu ne demandes pas à tes clients de dire prenez un compte premium jamais. À 70 €. Souvent, les recruteurs, c'est difficile de dissocier parce que vu qu'ils sont ils ont la licence recruteur, souvent ils ont un compte payant. Donc c'est plus difficile de te dire non, ça n'a aucun impact. Mais par contre, dans nos 3000 élèves, on a plus de la moitié maintenant d'ambassadeurs qui sont comptables, commerciaux, directeurs marketing ou autres. Et eux, pour le coup, n'ont jamais de compte payant et on a d'excellents résultats. Et avec une moyenne, tout client confondu, effectivement, à 0,9 postes par mois par ambassadeur, donc moins d'un poste par mois par ambassadeur. C'est intéressant comme chiffre. Hein. Ouais. On dit ambassadeur, il faut faire 3 postes par jour. Non, c'est 1 poste par mois. Enfin, en moyenne. En moyenne. Et on a, si je regarde l'écart type, on a des personnes qui se prêtent vraiment au jeu, mais au plus qui publient 2 fois par semaine. On n'a quasiment aucun ambassadeur qui ne fait pas un métier RH, qui publie plus que 2 fois par semaine. Et généralement, nous, on essaie d'embarquer quand même les ambassadeurs. Et vu qu'on a une assistance illimitée, qu'on les aide au quotidien, on fait en sorte qu'ils publient au moins 1 fois tous les 3 mois. Globalement, mais après il n'y a pas d'objectif chiffré, chacun fait comme il veut, mais vraiment la moyenne et la médiane tournent autour de effectivement 1 poste par mois par ambassadeur, ce qui est peu, mais in fine, quand tu as 50 ou 100 personnes qui le font dans ton entreprise, eh bien c'est beaucoup plus que ta page entreprise ou même que ton recruteur qui publie plus régulièrement. Alors, en 2 ans, il s'est passé aussi un truc qui s'appelle l'IA. Alors, il y a 2 ans, l'IA était là. Oui. Elle était au début du truc. Maintenant, c'est un peu mieux, on va dire. Ton avis là-dessus, est-ce que tu encourages d'utiliser l'IA? Est-ce que tu décourages? Comment est-ce que tu accompagnes sur ce sujet? Parce que tu dois avoir des tonnes de questions là-dessus. Ça, bien sûr. On l'a intégré assez tôt, nous, dans nos formations. En tout cas, l'assistance IA. Pour moi, est-ce que j'encourage, décourage? Je suis personne, tu vois, pour... lutter contre ce qui est en train de se passer, et au contraire je trouve que c'est important de mettre des mots là-dessus et d'aider, typiquement quand on parlait des ambassadeurs ou des recruteurs, les aider à utiliser l'IA à bon escient. Nous, notre rôle étant de les former à créer du contenu, évidemment que l'IA peut les assister là-dedans. Mais là où je suis vigilante, c'est vraiment sur cette recherche d'authenticité. Et on le voit sur tous les réseaux, dans tous les comportements, les attentes des utilisateurs, les gens veulent de l'authenticité. Et évidemment, le petit bémol de l'IA, c'est que justement, vu que l'IA ne veut pas se tromper, elle veut minimiser le risque d'erreur et être parfait, entre guillemets, il y a peu d'aspérité. Et donc, on perd ce côté authentique. On le voit dans les contenus où il n'y a que des on, il n'y a pas de prise de position. C'est très lisse, un contenu IA. Donc, moi, vraiment, ce que je recommande à nos élèves et du coup à tes auditeurs, c'est évidemment de s'aider de l'IA. Ça peut nous aider à trouver des idées de poste, parfois à trouver des angles auxquels on n'aurait pas pensé. Typiquement, de prendre, je sais pas, vos 5-10 meilleurs postes et puis de dire à l'IA, voilà mes 5-10 meilleurs postes et sur cette base, voilà mon objectif, mon persona, qu'est-ce que tu me recommandes maintenant? Ça peut être aussi de challenger les accroches. Souvent, les accroches, on le sait, c'est vraiment le plus important dans un poste et c'est difficile de sortir des accroches habituelles. Donc, l'IA peut aider à challenger. Pareil pour les call to action à la fin d'un post. Évidemment, l'IA aide côté correction orthographique. Mais à part ça, je dirais qu'il y a... Toi, tu donnes pas des prompts tout faits à tes clients, quoi. Non. Pas du tout. Et de la même manière qu'on a toujours refusé de créer des bibliothèques de postes où les ambassadeurs auraient juste à copier-coller, effectivement, on se refuse à ça. Donc, on les aide à trouver les bons outils, comme je te disais, donc aider l'IA pour brainstormer sur des idées de poste, pour les corriger, pour les améliorer. Mais alors, en aucun cas à créer des posts 100% IA. Et je remarque, d'ailleurs, grâce à ces évolutions, justement que, tu vois, là où dans Employee Advocacy, on pouvait un peu douter du fait que être advocate de son entreprise, c'était peut-être juste relayer des messages. Aujourd'hui, on est
beaucoup plus sur l'employé média, où vraiment chacun se construit sa voix, sa tonalité, et on vient suivre Florent parce que c'est Florent et qu'on le reconnaît d'un poste à un autre. Et si tu écris un truc avec IA, je suis sûre que tes plus fidèles lecteurs, comme moi, vont le remarquer. Donc aujourd'hui, vraiment, ce qu'on recherche, c'est encore plus que jamais cette authenticité. Donc effectivement, nous, on les encourage à apprendre à le faire. Et puis, c'est pas si compliqué que ça d'écrire sur LinkedIn. Donc au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, où ils l'ont fait avec assistance, que ce soit de l'IA ou de Talent Catcher, eh bien, ils sont autonomes et ils volent de leurs propres ailes. Ok. Je ne sais pas si c'est la dernière question, mais en tout cas une question importante sur LinkedIn. La newsletter. LinkedIn a une newsletter qui est possible pour une entreprise, qui est aussi d'ailleurs possible pour un individu. Oui. Est-ce que c'est un sujet que tu abordes? Est-ce que tes clients t'en parlent? Comment tu te positionnes là-dessus, toi? Je trouve qu'il y en a encore peu des entreprises qui se lancent dans la newsletter tout court d'ailleurs. Et pourtant, je trouve que c'est un outil de nurturing pour maintenir le lien avec les candidats qui est juste exceptionnel. Donc il y a de très bons exemples. Il y a Foodles notamment qui a une newsletter candidat qui est incroyable, qui part tous les mois. Donc ma position, c'est, moi je suis, enfin de toute façon j'encourage parce que ça fait des contenus, qu'aussi dans une logique de recyclage de contenu, la newsletter est tellement pertinente, que ce soit pour réutiliser des posts que vous avez publiés durant le mois et les remettre en avant dans votre newsletter, ou inversement vous inspirer en écrivant la newsletter et du coup vous donner une trame pour votre mois de contenu à venir. Je pense que la newsletter sur LinkedIn est quand même plus un outil de nurturing plutôt que d'acquisition candidat. Je m'explique. La newsletter, et c'est rarement le format qui va le plus cartonner en termes de visibilité. En tout cas sur LinkedIn. Ça peut être déceptif sur les impressions. Hein. Exactement. Mais ce qu'il faut avoir en tête par rapport à ça, c'est que une newsletter LinkedIn, elle est envoyée certes sur LinkedIn, mais surtout par mail. Et du coup, les lecteurs qui le lisent dans leur boîte mail ne comptent pas dans les impressions. Donc je trouve que quand tu intègres ça, c'est quand même plus rassurant. Mais je suis d'accord avec toi. Vous ferez rarement 200 000 impressions avec une newsletter. Ça, on est d'accord. Donc pour de l'acquisition candidat, c'est peut-être pas le meilleur moyen. Mais par contre, encore une fois, pour le nurturing, c'est excellent. Souvent, aussi, on en parlait en introduction, ou juste avant l'enregistrement, ce qui est chouette, c'est que si en tant que recruteur, j'ai pas la main pour publier sur la page corporate de l'entreprise, eh bien, je peux créer sur mon compte perso une newsletter au nom de l'entreprise à destination des candidats. Ou bien dans le cas où on peut créer la newsletter sur la page entreprise, ce qui est chouette, c'est que tu peux avoir plusieurs administrateurs. Donc, c'est aussi serait pratique au quotidien de se dire peut-être que le marketing peut administrer, que le directeur de l'IT qui en ce moment recrute dans son écrit peut administrer et écrire un petit morceau. Donc on peut se partager justement la partie éditoriale de la newsletter. Donc ça, je trouve ça très pratique. Et soyons clairs, ça fait quasiment 4 ans, je crois, enfin un petit peu plus de 3 ans que LinkedIn a lancé cette fonctionnalité. Je trouve qu'il la push toujours autant. D'ailleurs, si vous lancez votre newsletter en nous écoutant avec Florent, sachez que tous vos abonnés vont être notifiés du premier numéro. Ouais. Exactement, sur le premier numéro. Donc il ne faut pas se rater. Par contre, mais oui, c'est un hack incroyable. En plus, sur les pages d'entreprise, généralement, vous avez des dizaines de milliers d'abonnés. Donc ça veut dire que par défaut, en plus, la plupart des personnes vont pas forcément le voir, vont accepter. Donc vous allez sans doute vous retrouver avec 5-10% de vos abonnés qui vont être inscrits à votre newsletter. C'est quand même rare qu'on ait autant d'attention. Donc effectivement, moi, je l'encourage. Après, à condition de savoir ce qu'on met dedans. Ok. Et d'ailleurs, est-ce qu'à côté de LinkedIn, il faut avoir une newsletter Substack? Est-ce que tu veux préciser ce qu'est Substack? Parce que je pense que tout le monde connaît ça. Bien sûr. Du coup, c'est une plateforme de création de contenu, notamment d'envoi de newsletters. C'est drôle, j'ai vu qu'on nous avait posé cette question et je me suis posé la même question l'année dernière. Nina Lassalle qui est DRH. Ouais. Yes. Merci Nina pour la question. Je me suis posé cette question l'année dernière parce que pendant 3 ans, j'ai eu une newsletter externe à LinkedIn. Donc l'intérêt du newsletter Substack ou quelconque outil externe à LinkedIn, c'est que vous allez pouvoir créer votre audience en dehors de LinkedIn. Et donc, dans le pire des cas où, je sais pas, vous faites bloquer votre compte, vous perdez votre compte LinkedIn, vous avez un lien avec votre audience. Et moi, j'avoue que j'avais hyper peur de ça. Et donc, je me disais, c'est très chouette, tu as 10 000, 100 000 abonnés sur LinkedIn, mais tu n'as pas leur identité. Donc, à la base, j'ai écrit une newsletter externe pour cette raison. Et je me rendais compte tout simplement que arrivé à un stade,
c'était plus forcément nécessaire. Je dois avoir 10 000 abonnés sur ma newsletter externe, donc ce qui est suffisant. Et j'avais envie de tout recentraliser sur LinkedIn, donc je suis repassée moi-même à la newsletter LinkedIn. Mais en tout cas, quand je me suis posé cette question, j'ai fait un peu un audit de tous les outils de newsletter externe et Substack est honnêtement, je pense, le meilleur à ce jour. En termes d'ergonomie, je trouve ça très agréable à lire. Je suis abonnée à plein de newsletters Substack. Moi, j'adore les lire dans ma boîte mail. L'application est bien foutue en plus. Ouais, exactement. L'application est très bien, ouais. L'appli, même dans la boîte mail, c'est bien structuré, etc. Il y a la possibilité pour ceux qui souhaitent de monétiser aussi, en tout cas de faire payer l'audience qui lit les newsletters. Donc, ça peut avoir un intérêt. Honnêtement, dans le cadre, donc Nina, si vous êtes DRH ou vous qui nous écoutez, dans un cadre RH, je vous dirais, ne vous dispersez pas. Vos candidats sont sur LinkedIn. Vous, en tant qu'RH, vous êtes sur LinkedIn. Mieux vaut tout centraliser sur un seul outil. Ok, très très clair. Il y a des boîtes aujourd'hui qui se lancent sur de l'employé advocacy sur Insta, sur TikTok. Ton avis là-dessus, t'es favorable, t'es pas favorable, quelle limite tu vois ou quelle opportunité tu vois? Écoute, je ne suis pas très objective parce que nous-mêmes, avec Talent Catcher, on aide des entreprises à se lancer effectivement sur ces réseaux. Ouais, exactement. Donc évidemment, j'encourage tout simplement en fait, les entreprises à être présentes là où sont présents leurs cibles. Il se trouve que Insta, TikTok en France, c'est plus de la moitié de la population qui les utilise tous les jours. Donc évidemment, pour recruter... Souvent, on dit des jeunes, mais pas que des jeunes. Enfin, moi, je suis sur Insta tous les jours. Je ne sais pas pour toi, mais ou pour vous qui nous écoutez. Mais, dans mon référentiel. Oui. Mais tu vois, souvent, TikTok, on te dit, bah non, mais génération Z ou même les plus jeunes. Je suis assez d'accord avec toi, par le coup. Mais effectivement, on se rend compte qu'il y a d'autres populations. J'ai un fils ado, il est très TikTok, Insta, il a un compte, il s'en fout. Hein. Oui, effectivement. Donc c'est intéressant. Hein. Oui, exactement. Il y a des études qui sont hyper pertinentes, justement, pour que vous posiez la question de où se trouve ma cible. On en arrive toujours à ça. Effectivement, vous pouvez aussi poser la question à vos candidats, à vos collaborateurs, tout simplement, du réseau qu'ils utilisent le plus. Et aujourd'hui, on fait le constat, effectivement, que Insta et TikTok sont omniprésents. Ça ne vous empêche pas, et nous, ce qu'on encourage à faire nos clients, donc souvent, nos clients qui font appel à nous sur ces réseaux-là, c'est dans des démarches d'employés advocacy. Donc, ce sont les collaborateurs qui créent du contenu sur leur compte, mais aussi pour le compte de la marque. Typiquement, Laetitia, que tu connais très bien chez Saint-Gobain, ils ont carrément confié. J'ai interviewé Laetitia sur ce sujet spécifiquement. Ouais. Et c'est juste génial. Ouais, exactement. C'est-à-dire que des collaborateurs vont faire des vidéos eux-mêmes et vont les poster sur le site de la marque. Ouais, complètement. Ils ont carrément abandonné le community management à leur niveau. Moi, je vois des boîtes où, quand tu es DRH, tu demandes à la communication marketing de te confier le login mot de passe et c'est non. Oui. Donc, l'écart de maturité, et les Saint-Gobain, c'est pas une PME, quoi. Ouais, c'est une marque forte en plus. Et on a renouvelé sur une deuxième année. Donc, c'est de dire si ça fonctionne. Donc, c'est possible. Cette semaine encore, j'ai signé avec un groupe hôtelier à Maurice, qui va confier le compte TikTok à ses collaborateurs dans les hôtels. Donc oui, c'est possible, ça fonctionne avec un degré de maturité. Enfin, ça peut être tout simplement de pas aller directement à l'étape de Laetitia de confier les clés. Ça peut être de se dire, OK, un contenu par mois sur notre compte Insta sera généré par un collaborateur, par exemple, et puis vous y allez crescendo, vous faites vos preuves. Étape par étape. Exactement. Et ce que je remarque aussi, c'est que quand même si vous créez du contenu avec vos collaborateurs pour Instagram et TikTok, pensez recyclage. Et nous, on a de très bonnes stats aussi sur ces ambassadeurs qui publient aussi sur leur compte LinkedIn. Alors, le format vidéo ne fonctionne pas aussi bien sur LinkedIn, mais qui en font des petits posts coulisses, etc. Donc, ça ne vous empêche pas, même si vous lancez sur TikTok, Instagram, parce que c'est là où votre cible est présente, ça ne vous empêche pas de recycler sur LinkedIn, pardon. Et je pense aussi... Après, les vidéos sur LinkedIn, j'ai pas le sentiment que ça fonctionne de ouf. Non, exactement. T'es d'accord avec moi ? Ouais, je suis complètement d'accord. Souvent, ce que font les ambassadeurs, c'est qu'ils prennent plusieurs moments clés de la vidéo. Ils ont fait un petit carrousel, tu vois, sur LinkedIn. Ils partagent les coulisses et tout ça et ils renvoient vers Insta, TikTok pour voir la vidéo. Dans ce sens, ça fonctionne bien. Et je trouve quand même que ce qu'il est plus facile de faire sur ces réseaux plutôt que sur LinkedIn, c'est de créer du lien. Enfin, je sais pas, on se suit par exemple toi et moi sur Instagram, on va plus voir les coulisses, ça humanise beaucoup, on voit plus la personne dans toutes ses aspérités par rapport à seulement LinkedIn. Donc aussi, si vous cherchez à montrer les coulisses, peut-être casser des mythes sur vos métiers, effectivement le format vidéo sur Insta, TikTok peut bien s'y prêter. Alors, tu as écrit un livre
Tu as coécrit un livre Oui. avec tonton Karim. Coucou Karim. Avec, Coucou Karim. coucou Karim. Justement, comment Karim a influencé ta propre vision du personal branding? Ah, c'est une excellente question. Je pense que ayez un Karim dans votre vie. Non. Karim m'a aidé à être encore plus peut-être moi-même dans mon personal branding. Je trouve que des personnes comme Karim, Rassam aussi, très bon là-dedans, pour s'assumer et tout ça. Donc bon, après, c'est une question de rencontre, mais peut-être aussi d'âge. Plus l'âge avance et plus moins on a de mal à être soi-même. Donc Karim m'aide effectivement à avoir un personal branding encore plus proche de qui je suis dans la vraie vie. Je pense que je me suis jamais posé la question, mais sans doute. Et je trouve que c'est un très bon exemple de quelqu'un qui a réussi à être sur les réseaux ou en soirée ou en vacances ou autre, la même personne. Ouais. Puis il assume qui il est. Exactement. Sa casquette, etc. Exactement. C'est à ça que je pense. Ouais. Donc vous avez écrit ce livre. Vous êtes devenu riche. Alors là, conseil à tes auditeurs, si vous pensez devenir riche en écrivant un livre, changez de projet. Je te taquine parce que je me doutais bien de la réponse. Ouais. Mais vous l'avez fait, c'est un super beau travail, un super bouquin que je ne peux qu'encourager. Quand on est RH, achetez-le. Il est atypique dans le monde des bouquins. Alors il est atypique parce qu'il a été co-édité, pas co-édité, auto-édité, pardon, excuse-moi. Donc déjà c'est assez rare pour le coup. Et au-delà de ça, parce que ça c'est très technique, honnêtement, parce que c'est pas un livre sur le recrutement, c'est pas un livre sur la communication, ça m'aide énormément de choses et ça permet, je trouve que c'est très, moi je l'aime bien parce qu'il est très pratico-pratique, avec des tonnes d'exemples. Alors pour le coup, il y en a des tonnes. Quel plaisir tu as eu à l'écrire? Et quelle difficulté tu as eu aussi à l'écrire peut-être? Écoute, parce qu'en même temps, tu avais un peu de travail, quoi. Oui, un petit peu de travail. Après, c'est notre matière du quotidien. Donc, c'est vrai qu'on a, je crois, plus de 50 entreprises et 150 exemples dans le livre. Donc, il fait 400 pages, mais quand même, c'est beaucoup. Mais c'est pas si difficile à trouver parce que finalement, c'est notre quotidien. Donc, il y a beaucoup de nos clients, de nos inspirations. Donc, tu vois, à chaque fois qu'on écrivait sur une thématique, on partait pas de zéro. Karim, comme moi, c'est le sujet qu'on pratique. On avait des exemples en tête, etc. Donc, je dirais que la difficulté, honnêtement, n'a pas été de l'écrire, mais était de le mettre en page parce qu'on voulait absolument que ces 400 pages soient agréables à lire. On voulait aussi qu'ils puissent, typiquement ce que tu nous disais juste avant, se lire étape par étape. C'est-à-dire là, je dois refaire mon EVP, je lis le chapitre 1. Là, je dois refaire mon profil LinkedIn ou aider des collaborateurs à le faire, je vais au chapitre 5, etc. Donc, il fallait vraiment que chaque chapitre soit indépendant, que l'on veille aux notions qu'on aborde dans chacun. Donc ça a été la phase la plus compliquée. Et ensuite, la phase de finalisation, justement, graphique, etc. Mais l'écrire en soi, c'était pas forcément le plus compliqué. Et après aussi, si un point important, c'est de pas forcément rentrer dans les détails de l'actualité, parce que ça évolue très très vite. Donc tu vois, typiquement sur les algorithmes, etc. C'est un excellent sujet. Oui. Que d'autres ont eu. Tu vois, j'avais échangé avec Léo sur son livre. Oui. Il parle très peu d'IA dans le recrutement. Parce qu'il dit si je mets de l'IA, mais 3 mois après, c'est obsolète en fait. Complètement. Donc je ne veux pas trop mettre d'IA. La question s'est posée sur l'IA, parce que nous, on était déjà. On a commencé l'écriture, ça va faire 2 ans. Mais on était déjà grand utilisateur de l'IA. Mais on s'est posé exactement la question. Vous avez commencé à écrire il y a 2 ans, et quand tu le lis aujourd'hui, il est toujours à jour. Ouais. En tout cas, tu l'as relu dimanche. Tu me diras. J'ai pas tout relu dimanche. J'ai pas lu les 400 pages dimanche, je te confirme. Heureusement. Mais j'ai parcouru quelques pages. Ouais. Mais effectivement, tu vois, typiquement sur l'algorithme, etc., on est rentré beaucoup moins dans le détail que ce que je peux faire dans les formations, parce qu'on est plutôt rentré sur la logique, tu vois, de comment attirer l'attention, comment captiver un candidat, comment le convaincre de postuler, mais pas concrètement de, OK, il faut faire un carrousel de 5 pages, etc. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus vrai. Et si on avait parlé de vidéos verticale à fond sur LinkedIn, on se serait raté parce qu'aujourd'hui ça ne marche plus. Oui, et puis après si on veut des points plus experts, là on va sur de l'IA ou sur du Google, on va trouver. Exactement. On va trouver du contenu partout, quoi. Ouais. C'est assez simple. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas écrites dans le livre, des choses que vous avez involontairement ou volontairement oubliées, que tu regrettes?
Oui, alors c'est pas involontaire, mais on a dû faire des choix, très honnêtement. Parce que ce sont vos choix, là, pour le coup, c'est pas l'éditeur. Non, exactement, 100%, ce sont nos choix. Très honnêtement, il y aurait pu avoir encore plus d'exemples, mais Karim m'a calmé, il m'a dit, mais Charlène, arrête, il y a déjà assez d'exemples, ça y est, on se projette, ils vont y arriver grâce à tout ça. Et il y a des passages typiquement plus expérience collaborateur, puisque comme toi, j'étais directrice du Dev RH avant, donc j'avais aussi la partie gestion de carrière, formation, il y a tellement de choses qui me passionnent là-dessus. Tu vois, rien que sur la cooptation, sur la fidélisation, j'aurais voulu aller plus loin, mais c'est pas le sujet du livre. Notre livre, c'est recruter sans chasser. Donc même si on parle un petit peu d'expérience de collaborateur, d'onboarding, etc., parce que c'est lié à l'inbound, on n'est pas allé aussi loin que j'aurais souhaité, parce qu'on n'avait pas, tout simplement, c'était pas le thème du livre, mais moi je suis une passionnée de RH dans son ensemble, donc j'aurais pu continuer sur d'autres sujets qu'amène le recrutement. Il y aura un tome 2? Ah, bonne question. Il n'y a rien d'officiel à t'annoncer, désolé. Pas de scoop? Non, pas de scoop. Ah, c'est bon. Je pensais avoir un truc de fou, mais non, je l'ai pas, quoi. Bon, enfin, m'en fous, je vais revenir par la fenêtre. On devrait tourner un 3e épisode. Ouais, c'est... Ah bah, s'il y a un tome 2, donc tu as mon engagement, il y aura un 3e épisode. Allez, très bien. Okay. Et tu auras l'exclu, promis. Ah, c'est gentil. J'ai envie de parler un peu de prospective et de futur. Charlène, je sais que c'est pas facile, cet exercice-là est difficile, mais j'ai le sentiment que c'est même pas de la prospective, parce que pour moi c'est déjà aujourd'hui. Pour moi, le candidat, il est plus dans un tunnel de sélection, mais il est dans une relation, entre guillemets, avec une entreprise, avec des recruteurs, avec un futur manager, etc. Qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça va changer encore pour le quotidien d'un recruteur demain? Quel mindset doit absolument avoir un recruteur en 2026 et ces années futures? Je pense sortir de la volumétrie, parce que ce que tu expliques là, je suis 100% en phase. De plus en plus, il y a besoin de suivi des candidats, de les coacher, d'être présent, peut-être même à 2 mois, 3 mois, voir s'il a changé d'avis, revenir vers lui, l'informer. Et ça, c'est très difficile de le faire sur des centaines de candidats par an, si tu as envie de faire bien les choses. Donc, s'outiller, et ça c'est sûr, on parlait, tu vois, typiquement de newsletters qui te permettent de manière massive d'entretenir le lien, mais rien de mieux que l'humain pour ça. Et donc effectivement, je pense encore plus que jamais bien définir vos personas pour ne pas avoir 500 personnes qui postulent à une offre et donc 499 à nurturer et un seul retenu. Et ça, c'est vraiment un point important. Donc, sortir du volume, être plus dans la qualité, dans la précision et du coup, se permettre, oui, j'ai eu 20 candidats qui étaient géniaux sur mon offre. J'en retiens qu'un, mais je vais pouvoir nurturer 19, beaucoup plus que 499. C'est un excellent sujet. Tu vois, j'avais pas prévu que tu parles de cette réponse-là, mais comme tu le sais, ou si vous ne le savez pas, j'ai créé un cabinet de recrutement spécialisé sur la fonction RH qui s'appelle Orenda. Et j'ai échangé, nous on échange avec tous les candidats. Alors, ils sont candidats à rien parce qu'on passe pas d'annonce. Donc on joue avec une communauté. Tu vois, on avait plus de 200 interviews depuis 6 semaines. Et il y a des personnes que je rencontre qui sont en poste, qui sont brillantes, qui cherchent à changer d'entreprise et qui se disent mais moi j'ai pas envie de postuler à des jobs RH quand je vois sur LinkedIn qu'il y a déjà 600, 700, 800 candidatures. Et moi je me pose vraiment la question de savoir si ça vaut... Je dis pas qu'il faut pas passer d'annonce parce que c'est pas mon discours, mais je me pose la question de savoir si c'est pas contre-productif de se dire mais j'ai 700, 800 candidatures, c'est génial, c'est super chouette. Parce que derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Ça rejoint à ce que tu dis. Et ça décourage certaines personnes à postuler. Hein. Moi, personnellement, je pense que c'est contre-productif. Alors, pas de passer une offre, mais de la laisser trop longtemps, de la faire revenir tous les 2 mois, de ne pas faire de tri de ne pas être suffisamment sélectif dans l'annonce. Oui, je pense que vraiment, c'est contre-productif. Alors là, pour le coup, je le vois parce que tu vois, moi, j'ai commencé à faire... Je fais ma veille, forcément. Et je vois des offres RH. Ça fait 3 mois que je fais ma veille. Des offres RH qui ont, pour certaines, 600, 700, 800 candidatures et qui sont rediffusées 2 semaines après, 3 semaines après. Je me dis, mais c'est pas possible, ils n'ont pas trouvé avec 800 candidatures. Alors, soit l'annonce... Enfin, c'est juste impensable à mes yeux, quoi. Ouais, complètement. Et je trouve que tu envoies tellement un mauvais signal. Tu vois, on en parlait sur ma liste d'attente, l'effet Hermès, là. Effectivement, la rareté crée l'envie. Et être sélectionné ou être approché par un recruteur d'une entreprise que tu sais sélective, VS être approché par un recruteur d'une entreprise où tu vois qu'il y a une offre qui tourne en permanence, qu'il y a 700 candidats dessus, ça n'a pas du tout le même effet. Donc évidemment, moi je crois à 100% à l'inbound qui est de se dire soyez visible,
anticiper justement le besoin. Enfin, en tout cas, faites en sorte que des personnes viennent se manifester avant même que vous ayez le besoin pour éviter cette étape-là. Ou bien même, tu vois, comme le fait très bien Decathlon, ils sont suffisamment précis dans leur persona pour ne pas se retrouver sur leur offre d'emploi, je pense, avec des personnes qui n'aiment pas le sport, qui n'ont pas envie de travailler le dimanche. Enfin, tout le monde est très clair. Enfin, tout le monde sait très clairement ce qu'il faut comme compétences, comme style de vie pour travailler chez Decat, ou chez Google, ou chez Tesla, tu vois. Je veux dire, donc... il y a aussi ce point-là qui est arrêter de vouloir plaire à tout le monde, parce que du coup, vous vous retrouvez avec plein de candidatures, mais très peu qualifiées. Et peut-être même, comme tu dis, que vous découragez les bons qui fitaient vraiment avec votre entreprise. Très clair. C'est quoi le futur de l'employé advocacy ? Est-ce que tu y réfléchis un peu ? Oui, bien sûr. J'ai réfléchi régulièrement en tant qu'entrepreneur de savoir effectivement de quoi sera fait demain et ce sur quoi on pourra aider les entreprises. Comme je te le disais, je pense que moi-même, je ne l'ai pas retiré, mais on pourrait limite retirer le mot advocate d'employé advocacy pour plus média, parce que je n'ai jamais cru aux employés perroquets qui répétaient un message, qui juste étaient là pour supporter, repartager des posts. Mais alors, si un jour ça a existé et fonctionné, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Donc vraiment, les employés sont plutôt des médias en part entière et vont développer leur propre communauté, leur propre audience, etc. Et aussi l'emmener avec eux. De toute façon, les repartages, ça ne fonctionne pas très bien sur LinkedIn. Perdez pas trop de temps avec ça. Non, exactement. Vous pouvez oublier. Donc effectivement, il y a ce point. Il y a aussi le point du multicanal, d'autres réseaux sociaux qui s'ouvrent. Donc on en a parlé, même YouTube, hein, tu vois. Ouais. YouTube est un... YouTube Short ou YouTube tout court ? Alors, je dirais que si vous faites des Insta, des TikTok, autant des Reels et des Shorts, autant les publier effectivement sur YouTube Short. Ouais. Néanmoins, la vidéo longue et les contenus longs reviennent en force. Et effectivement, je pense que pour aller toucher des candidats bien ciblés, honnêtement, YouTube version vidéo longue, ça peut être très très pertinent. Tout ce qui est aussi Twitch, live, tout ça, ça fonctionne très très bien selon la cible de candidat. Donc aussi, on passe dans une autre sphère qui est vraiment celle des créateurs de contenu, tout simplement. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, moi je vois sur des épisodes que j'ai sur ce podcast, qui est un podcast audio, qui est diffusé aussi sur YouTube, du coup, parce que tu as aussi la partie podcast sur YouTube. Et les épisodes qui vont parler d'entreprise, tu vois, j'ai fait un épisode avec la BNP. Alors, je sais que c'est peut-être pas un de tes clients, mais je cite quand même. Hein, je fais ce que je veux, c'est mon podcast. Ça marche très très bien parce que du coup, tu découvres aussi la culture de l'entreprise en question par des interviews, etc. Et moi, je suis un adepte effectivement des contenus longs, donc je suis convaincu de ça. Et je pense que c'est un mix entre les deux. Il faut savoir effectivement jongler. Par contre, ça ne va pas être simple pour toi d'accompagner des salariés d'entreprise à produire du contenu long. Comment tu vois ça ? Effectivement, il faut vraiment qu'on soit là pour donner les bases et aussi pour accompagner ce qui est l'interne, tout simplement. Parce que, tu vois, généralement... on a des ambassadeurs qui ont créé des podcasts, qui ont créé des chaînes YouTube, etc. Rarement from scratch. Et souvent, la direction marketing, tu vas peut-être se poser la question de créer un podcast. Donc, dans ce cas, ils vont le faire ensemble. Donc, c'est vraiment aussi penser global. Et même si l'égérie, le visage du média sera un collaborateur, il faut qu'on reste dans cette authenticité. L'entreprise peut être aussi présente derrière pour encourager la création. Ok. J'avais prévu de poser une question sur l'île Maurice. Donc, tu vis à l'île Maurice depuis un an et demi ? Oui, un an. Un an, c'est ça, ouais. Arrête. J'arrête là. Non, je coupe pas le podcast. Non, une question sérieuse. Île Maurice, il y a des RH sur l'île Maurice. Est-ce que tu t'échanges avec eux ou avec elles ? Et est-ce que tu vois des écarts entre la fonction RH dans l'autre France ou à l'île Maurice ? Alors, ou est-ce que c'est la même chose, en fait ? Bonne question. Premièrement, oui, il y a beaucoup de RH proportionnellement à la population, parce qu'on est 1 million sur l'île. C'est 1 million, okay. Ouais, on est énormément de RH. Parce qu'il y a beaucoup de... déjà, l'île, est en développement. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent, qui se structurent, qui sont dans une phase justement de développement. Il y a aussi beaucoup de RH externalisés, puisque à l'île Maurice, on parle très très bien français, très bien anglais. Il y a peu de décalage horaire avec la France. Donc, il y a beaucoup d'outsourcing à Maurice. Donc, il y a un nombre de RH qui est juste colossal. Il y a beaucoup de recruteurs indépendants aussi, pour les mêmes raisons.
Et quand j'ai commencé à découvrir un petit peu le marché, je m'attendais très honnêtement à plus de différences. On a 10 000 kilomètres qui nous séparent entre Maurice et la France. Et honnêtement, je trouve qu'il y a moins d'écart d'expérience candidat, d'expérience collaborateur qu'avec un pays comme la Suisse, par exemple. Tu vois, si je comparais vraiment par rapport à nos voisins. On est sur les mêmes attentes des candidats, très clairement, les mêmes besoins de transparence, dans la rapidité du process, le besoin de lien que tu évoquais. Là où peut-être les outils changent, et encore LinkedIn est quand même très utilisé. Il y a 80% de la population de Maurice qui a un compte LinkedIn, donc c'est quand même énorme. Peut-être effectivement sur les autres réseaux sociaux, Facebook est le réseau qui a encore le vent en poupe. Okay. D'ailleurs, même le recrutement basique d'offres d'emploi sur Facebook fonctionne encore très bien. Bon, Insta et TikTok sont pas très loin. Et pour te répondre clairement, avec Karim d'ailleurs, l'été dernier, on a formé 30 DRH de 30 entreprises de secteurs différents. Donc là, on avait un beau panel entre la banque, du marketing, de l'événementiel, des hôtels, etc., de la distribution. Et on a fait le même constat à la fin de cette journée qu'effectivement, il n'y avait quasiment pas de différence, tu vois, dans les problématiques, les attentes. C'est intéressant. C'est très, très proche de ce qui se passe en France. Et globalement, avec Talent Catcher, on a la chance d'intervenir dans une 50aine de pays. Je pourrais te dire que en fait, c'est quasiment ce qu'on observe partout dans le monde. Tu vas avoir des petites différences de culture. Tu vois, typiquement, la Suisse et sa confidentialité, la discrétion suisse, ou la Chine qui va bloquer LinkedIn. Mais globalement, dans son ensemble, les attentes des candidats et les comportements sont les mêmes. Donc, il y a peu d'impact sur l'inbound. Ok. Petite question finale, Charlène. C'est quoi ton prochain défi perso après le succès du livre ? Beaucoup de personnes m'ont posé cette question et c'est vrai que j'ai pas trop chômé en 2025 entre l'expatriation, le livre, la création de Talent Catcher à l'international. Mais honnêtement, mon challenge 2026, c'est de continuer d'aussi bien délivrer, sachant qu'on a de plus en plus de clients, que l'équipe grandit, etc. Donc, ça a été de dire non, on en revient à ça pour justement veiller à ce que tout simplement la qualité soit toujours autant au rendez-vous. Donc, effectivement, mon plus gros challenge 2026, c'est tout simplement de dire non et de limiter la croissance pour s'assurer que tout le monde soit aussi satisfait. De toute façon, tu n'embauches pas en CDI, tu as des indépendants qui travaillent avec toi, des indépendantes. Si un indépendant nous écoute et qui veut travailler avec toi, c'est quoi le critère numéro 1 pour être recruté par Charlène ? C'est de pratiquer déjà. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, tout recruteur devrait soigner son personal branding parce que je pense que quand... Donc si on est candidat, il faut avoir un bon personal branding. Il faut un nombre d'abonnés minimum ou... Non, alors là, pas du tout. C'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Mais par contre, effectivement, il faut créer du contenu puisque c'est ce que vous allez enseigner à faire à nos clients et il faut y croire. Donc, effectivement, rien de mieux pour me convaincre que le fait d'avoir déjà pratiqué. Mais très honnêtement, on a la chance d'avoir un canal d'acquisition formateur tout fait parce que nos élèves, en fait, tout simplement, on a un nombre d'élèves qui postulent pour devenir formateurs qui est juste énorme. Donc, c'est très chouette. Je peux les voir pratiquer et ensuite, ma sélection est déjà faite. Oui, puis on n'embauche pas non plus des quantités industrielles. Non. Et c'est vraiment une volonté de ma part qu'on reste une petite équipe à taille humaine. Là, j'ai dû recruter, je suis très contente de recruter à Maurice parce que notamment on signe des clients en créole. Et donc, on doit animer des formations en créole. Et même si je suis en cours d'apprentissage, oui, bien sûr, cool. Je ne suis pas encore capable d'animer la communauté. Mais effectivement, sinon, la team n'a pas changé depuis plus de 3 ans. Et le but, effectivement, c'est aussi qu'on reste dans cet esprit familial que j'aime particulièrement. Ok, très très clair. Et si on se redonne rendez-vous donc 2 ans après, dans 2028, on parlera de quoi ? À mon avis, il y aura un nouveau réseau social qui aura émergé. Okay. Écoute, je ne peux pas te donner son nom, mais je pense qu'on sera peut-être sur de nouveaux formats ou, en tous les cas, c'est sûr, un nouveau réseau. Il y a Reddit aussi qui arrive fort, qui déjà aux US est très utilisé en employé advocacy. Donc, affaire à suivre. Intéressant. Donc, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Je ne vais pas te poser toutes mes questions bien traditionnelles parce que tu les as déjà eues. Si, tiens, en 2 ans, est-ce qu'il y a des personnes que tu as rencontrées, tu ne m'aurais pas proposé d'interviewer sur ce podcast, que tu ne les connaissais pas
et tu t'es dit, tiens, c'est cet homme ou cette femme, ce serait chouette. Moi, je peux te faire toute une liste du coup de personnes à Maurice, parce qu'il y a 2 ans, je ne connaissais pas, et je pense que ça serait hyper intéressant d'avoir aussi des RH internationaux sur ton podcast. Écoute, pourquoi pas. En plus, j'enregistre un peu à distance maintenant. Oui. Je fais quelques enregistrements. C'est pas ma cam, je préfère le faire en présentiel. J'étais en train de te formaliser une invitation. Avec grand plaisir. Après, il faut que j'arrive à caler pas une journée, mais une semaine. Effectivement, alors dans ce cas, je pense à Julie, qui est une de nos anciennes élèves, qui est RH d'une entreprise de e-commerce à la politique RH particulièrement intéressante. D'ailleurs, pour l'histoire, je les ai connus via un podcast où le dirigeant parlait de leur politique RH. Donc notamment, c'est une boîte sans télétravail, mais qui mise 100% sur l'ambiance. Donc là c'était en 2024, mais déjà il fallait oser. Donc tous les jours, il y a des jeux de société, etc. organisés. Ils ont des fêtes toutes les semaines dans l'entreprise. Ils apprennent même à mixer, c'est pour te dire. Ce que j'avais adoré, c'est que tous les jours, ils ont 30 minutes de formation entre guillemets obligatoire, donc tout le monde doit apprendre des choses pendant 30 minutes. Ça peut être écouter des podcasts, ça peut être partager, lire un livre, etc. Intéressant. Donc ils ont une politique RH vraiment atypique. Julie en est la RH et elle est arrivée quand ils étaient 7, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui ils sont 70. On l'a formée à l'Inbound et elle devient formatrice pour Talent Catcher. Donc, et Julie est juste passionnante, donc je pense que ça serait un super épisode. Écoute, avec plaisir pour l'interviewer. Et si c'est à l'île Maurice, je viens. Donc, mais j'aimerais bien. Je suis jamais allé sur cette. Je te conseille. En tout cas, les photos sont sympas. Voilà, donc, je vois bien que c'est très chouette. En tout cas, un grand merci, Charlène, d'avoir profité de ton séjour parisien, qui j'imagine bien, ou même ton séjour français, parce que t'es pas qu'à Paris, oui. Qui est bien chargé pour prendre ces 3 quarts d'heure pour échanger avec nous. C'est cool. Merci à toi, Florent, d'avoir accepté de me recevoir. Je t'en prie. Il n'y a pas de souci, Charlène. Ciao, à bientôt. À plaisir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.